surtout, Joe Biden, on l'a vu dans les différentes conférences de presse, fait des erreurs. Il a confondu le président égyptien, le président mexicain. Et ça n'a pas loupé dans la Big Boy Press Conference. Il a également présenté Volodymyr Zelensky de façon un peu bizarre. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. We're going to beat President Putin. President Zelensky. Voilà, alors ça fait désordre, comme on dit. Président Poutine, il le dit 3 fois avant de se corriger. Oui, parce qu'il y a quelqu'un qui, j'imagine, lui donne un petit coup de coude en disant non, mais c'est Zelensky, lui, c'est pas Poutine. Et ensuite, il se serait excusé comme quoi, oui, mais vous comprenez, je suis tellement concentré sur le fait qu'il faut battre le président Poutine que du coup, j'ai dit son nom. Nous sommes avec Anne Toulouse et avec Jean-Éric Brana, il me semble. Les deux sont au téléphone, je crois. On me confirme ? Bonjour. Oui, Anne, chère Anne. Honneur aux dames, puisque quand même. Et puis Anne Toulouse est la correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Chère Anne Toulouse, comment est-ce que vous avez apprécié cette conférence de presse du grand garçon ? Écoutez, je dois dire ici que ça nous fait beaucoup moins rire parce que ce sont 2 hommes, Donald Trump qui n'est pas le sujet aujourd'hui et Joe Biden pour lesquels on va voter, j'allais dire dans presque 4 mois, mais non, beaucoup plus tôt que ça puisque vous savez qu'on commence à voter dans la plupart des États américains 6 semaines avant la date officielle du scrutin. Donc dans un peu plus de 2 mois, on va avoir à choisir. Alors sera-ce entre Joe Biden ou quelqu'un d'autre. En tout cas, ce n'est pas la conférence de presse d'hier soir qui a fait beaucoup bouger l'aiguille du compteur, puisque ceux qui veulent le conserver à la présidence, qui veulent le conserver comme candidat à la présidence, ont pu voir un homme qui a quand même développé des idées complexes, qui était en train de tirer le bilan de ce qui est sa plus grande fierté, en fait, pendant son mandat, c'est le renforcement de l'OTAN. Il l'a fait, comme je l'ai dit, avec de la substance, mais dans le même temps, vous parliez tout à l'heure du fait qu'il ait confondu le président Zelensky avec Poutine. Eh bien, dès le début de sa conférence de presse, il a dit « Je suis fier d'avoir à mes côtés la vice-présidente Trump ». Donc, ça partait assez mal. Et puis, il y a eu du Joe Biden, c'est-à-dire des hésitations. Il est parti souvent dans des digressions. Enfin bref, on a vu un homme fatigué. Et ce matin, je regardais le titre du magazine The Atlantic qui disait « Heartbreaking ». Ça veut dire ça vous brise le cœur. Parce qu'il y a quand même quelque chose de très triste de voir cet homme qui n'a pas démérité pendant sa carrière se livrer en pâture comme cela à la presse et défendre d'une manière un peu pathétique le droit de faire un second mandat. Et moi, je trouve même qu'il y a une dimension surréaliste à tout cela. Quand on en est à se demander si arriver jusqu'au bout d'une conférence de presse est le test pour continuer sa présidence, alors que c'est un exercice basique pour n'importe quel chef d'État, on se demande dans quel état est tombée cette course à la Maison-Blanche. Jean-Éric Brana, pardonnez-moi cette question, mais quand on a vu Michael Douglas, George Clooney demander maintenant à Biden de renoncer, premièrement, est-ce qu'il y a un plan B chez les démocrates ? Et deuxièmement, pourquoi est-ce qu'on a poussé Biden, ou est-ce que Biden s'est poussé tout seul à être le candidat des démocrates ? Alors vous posez la bonne question. Je crois qu'il y a effectivement un déni de la part des démocrates qui ont été derrière Joe Biden lorsqu'il est rentré en primaire, c'est-à-dire qu'il a suivi cette compétition qui lui permettait d'être le candidat de tous les démocrates, et à ce moment-là, il y aurait dû avoir des voix qui s'élevaient pour lui rappeler d'abord qu'il avait sous-entendu qu'il serait un pont, c'est-à-dire un moment privilégié, certes, pour battre Donald Trump, et qu'ensuite il passerait la main à sa successeur qui devait être Kamala Harris. Elle était là pour ça, c'est bien pour ça qu'il avait choisi comme colistière, et ça ne s'est pas fait. Et là, on a effectivement un enchaînement qui a fait que Joe Biden est parti sur la mauvaise voie, mais avec lui tout le Parti démocrate qu'il a soutenu, puisque rappelons qu'il a gagné chacune de ses courses avec plus de 80% et qu'il est aujourd'hui indéboulonnable puisqu'il a gagné à la régulière, comme on dit. Et c'est ça qui pose le problème dans lequel se trouve le Parti démocrate. Mais est-ce que c'est pas un vote par défaut, justement, des militants démocrates, en se disant que, de toute façon, peut-être qu'ils sont un peu plus intelligents que les Français sur le vote utile, comme on appelle ça, en se disant, voilà, finalement, c'est Biden, c'est comme ça, on va faire avec.
Mais c'est pas un vote par défaut. Ce qu'il y a, c'est que personne ne s'est présenté contre lui. Oui, c'est encore, c'est l'étape de dessus, c'est ça encore. Voilà, dans les primaires, tout le monde peut y aller et défier le président. Je crois que le déni était assez général et l'idée qu'on était toujours en 2020 dans cette campagne dans laquelle il fallait absolument battre Donald Trump. Seulement, on a oublié qu'à ce moment-là, c'était la sortie de la Covid et que les Américains cherchaient un protecteur. Aujourd'hui, on est dans une autre séquence politique. La Covid est loin derrière nous et ce que cherchent les Américains, c'est autre chose. Il y a aussi deux éléments qui ont été oubliés. C'est d'abord que Trump pouvait rebondir. Alors, tout le monde pensait qu'il était mort et enterré. Moi, j'ai écrit un article en août dernier, en expliquant que on s'était trompé et que Trump était en train de revenir. Ce qui s'est fait, d'ailleurs, Trump est aujourd'hui loin devant Joe Biden. Et puis la deuxième, c'est l'âge du capitaine, puisque quand même 82 ans à la fin de l'année, c'est quand même très âgé, puisque à la fin du mandat, s'il est réélu, il aura 86 ans. Et là, on est dans d'autres dimensions. Ça n'est jamais arrivé aux États-Unis. Ça n'est jamais arrivé. Anne Toulouse, vous qui avez écrit justement L'art de Trumper dernièrement, vous me disiez dans une émission ici même, quand on avait eu la chance d'avoir votre passage à Paris, vous me disiez c'est terrible, parce que les Américains, entre le choix entre deux presque octogénaires pour Trump et octogénaires pour Biden, alors que des gens comme moi, on aimerait voter pour les indépendants. Vous me disiez, moi je fais mes courses au supermarché et il y a plein de gens qui pensent comme moi, qui voudraient avoir une autre alternative. Oui, on peut dire que ça ne s'est pas arrangé depuis. D'ailleurs, si vous voyez ce matin la une du Washington Post que j'ai sous les yeux, les 2/3 des Américains voudraient que Joe Biden ne se représente pas. Et ce qui est beaucoup plus grave pour lui, c'est que 56% de ceux qui ont l'intention de voter démocrate voudraient quelqu'un d'autre. Le pourcentage est un peu moins favorable, est un peu plus favorable, voulais-je dire, pour Donald Trump, puisque c'est en gros la moitié des électeurs potentiels. Donc, on voit bien qu'on a deux candidats dont on ne veut pas, et c'est là que les partis doivent peut-être faire leur examen de conscience, mais j'y crois pas trop, parce que ce qui s'est passé effectivement, comme le disait Jean-Éric, c'est que le Parti démocrate a complètement bloqué les autres candidatures. Et quand Joe Biden dit « j'ai 3900 délégués, donc je suis de facto le candidat, et j'ai eu 84% des 89% des voix. Ça représente 14 millions de voix, parce que les gens votent très peu aux primaires, ils ont d'autant moins voté qu'il y avait un seul candidat. Vous pensez quand même que c'est un pays qui a 330 millions d'habitants, dont les 2/3 sont en âge de voter. Donc la plupart des gens se sentent exclus de cette élection, et c'est vrai que de voir étaler le désarroi d'un homme qui refuse de partir. Alors, parce qu'en ce moment, la situation est complètement bloquée. Vous avez d'un côté le président qui dit « mais moi, et le droit est de son côté. Moi, j'ai le nombre de délégués, les gens ont voté pour moi, on va pas revenir sur ce vote, donc je reste le candidat, d'autant qu'il est persuadé qu'il est à même de battre Donald Trump. Excusez-moi, il est tard ici, ce qui n'est pas impossible. Et puis, de l'autre côté, vous avez des voix qui se font entendre de plus en plus souvent. Vous parliez de George Clooney, c'est un peu anecdotique, mais il y a surtout Nancy Pelosi, qui elle-même a 84 ans d'ailleurs, mais alors qui est dans une forme c'est éblouissante. Anecdotique, je suis pas sûr, Anne Toulouse, dans l'esprit des Américains, c'est quand même un acteur immense, international. Je suis pas sûr que ce soit anecdotique. Mais ce ne sont pas les acteurs qui font la politique. Je pense que George Clooney a sa notoriété, et il est surtout un grand leveur de fonds pour le Parti démocrate. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que maintenant il écrit j'aime Joe Biden, mais alors vous savez quand on dit mais en amour comme en politique, c'est très 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 mauvais. Et après il explique qu'il l'a vu il y a près d'un mois et qu'il s'est dit mais c'est pas possible, cet homme ne peut pas diriger les États-Unis. Mais que ne l'a-t-il dit il y a un mois? Ça aurait fait gagner quand même du temps au Parti démocrate, et il a quand même mis à ce moment-là 36 millions dans les caisses. Donc il y a en ce moment une curée de gens qui savaient et qui n'ont rien dit, qui est quand même un petit peu gênante. Je voulais vous interroger aussi parce que en tant que femme, il y a une personne dont on la voit beaucoup en ce moment, c'est Jill Biden. Quel est son rôle en ce moment? On a parfois, pardonnez-moi, l'impression qu'elle tient son mari par le bras, qu'elle le guide, elle est très écoutée aussi. Alors, elle n'a pas la même aura, peut-être que, je parle sous votre contrôle, que Michelle Obama à une époque, mais on sent qu'elle est quand même très très présente.
Elle est très très présente et surtout, dit-on, très présente dans la décision de son mari de rester au pouvoir. Et on voit en ce moment monter à Washington une rumeur et je dirais presque un ressentiment contre la première dame et surtout contre le fils de Joe Biden, Hunter, qui est un personnage un peu trouble. Qui avait eu des ennuis judiciaires. Oui, qui continue à en avoir. Et on dit que ce sont ses deux conseillers préférés, que les plus proches, qu'il les écoute, qu'il a un petit cercle autour de lui, qui d'abord a protégé Joe Biden au point que le public, parce que ça aussi, les gens se demandent, mais il n'est pas devenu comme ça en une nuit, le soir du débat. On l'a vu d'ailleurs petit à petit, à chaque apparition publique, il avait l'air de plus en plus fatigué, disons. Pourquoi nous a-t-on caché ça? Pourquoi a-t-on fait une campagne comme si rien ne se passait? Et là, il y a tout de même des questions à la première dame qui s'est beaucoup agitée ces derniers temps puisque elle faisait des meetings politiques à la place de son mari. Bon, on me dirait ça arrive souvent aux États-Unis, mais enfin les gens n'ont pas voté pour Jill Biden, ils n'ont pas voté pour son fils, ils n'ont pas voté pour son entourage. Donc c'est la grande question en ce moment, qui savait, qui n'a rien dit et qui tire les ficelles. Merci beaucoup Anne Toulouse, merci beaucoup Jean-Éric Brana. Anne Toulouse qui a publié L'art de Trumper à lire ou à relire d'ailleurs en cette élection qui approche au mois de novembre. De 11h à 13h, vous réagissez sur l'actualité avec Pierre de Villeneuve et ses invités en composant le 01 80 20 39 20. Cette nouvelle gaffe de Joe Biden. Mais il y en a d'autres qui sont sur la route. Charlène et Aurélien. Ah, on entend la voiture. Ça y est, on est parti. Vous êtes partis, vous êtes où exactement? Eh ben là, on est en direction de Niort pour rejoindre la 10 à Poitiers. D'accord, donc là vous êtes sur une départementale, sur une autoroute? Sur une nationale, je crois. Nationale, dans une zone quasi blanche. Là, il faut demander à Monsieur Orange ou Monsieur SFR de faire quelque chose parce que ça se passe toujours très mal. Hein. Comment ça va? Vous êtes content de partir en tout cas. C'est le début du voyage où on passe les vitesses allègrement, on est content de partir, on ouvre les fenêtres, on écoute Europe 1 bien sûr. C'est ça. Alors on écoute Europe 1, on a la clim, on n'a pas les fenêtres ouvertes, sinon il y aurait trop de bruit. Mais on est super contents, soulagés là d'être sur la route aussi, parce que c'est toujours un peu le stress quand on charge la voiture. Et ça va, votre petite, elle est pas malade en voiture, tout va bien? Parlez pas de malheur. Tout va bien. En tout cas, elle est super calme, donc c'est nickel. Parce que là, tous les parents doivent se demander, donc elle a 4 ans, votre petite fille, comment on occupe un enfant en bas âge pendant qu'on a de longs trajets? Arrive? Voilà. J'ai faim, quand c'est qu'on arrive? C'est quoi votre secret? Votre recette? Je vous avais dit qu'il avait le rire de Robert Marchand. Hein, ça, vraiment. Non, Pierre, non. Alors Oui, donc, déjà, on la prépare psychologiquement assez longtemps à l'avance en lui disant qu'on va avoir papier mamie, donc on met que du positif pour qu'elle soit déjà super contente d'être sur la route. Ah, vous lui racontez des histoires en fait, à proprement dit, oui. On la prépare, voilà. Vous la préparez. Après, là, elle a sa petite radio, où il y a plein de petites histoires et de méditations sur les émotions avec des animaux, etc. Et ça l'occupe pas mal de temps. Génial. Et puis, on fera une petite pause aussi pour toutes les 2 heures la pause. Voilà. Bon, écoutez, on vous rappelle tout à l'heure quand vous serez un petit peu plus avancé sur la route. Ça vous va, Charlène? Ça marche, parfait. Et on continue de vous écouter en attendant. Bonne route à vous et à Aurélien qui, j'imagine, est au volant. Vous nous expliquerez pourquoi ce bien sûr, très viril. Bien sûr, c'est moi qui suis au volant. Oh, j'imagine que vous changez à un moment donné. Merci, j'ai dit. Ah non, j'ai compris, bien sûr. Bon, à tout à l'heure, les amis. À tout à l'heure. Trina. Oui. Vous êtes une grande fan de Santa, je crois. Je suis une très grande fan de Santa. Santa qui va être tout à l'heure avec nous. Encore plus depuis que je l'ai vu sur scène. Ah oui? Parce que vous l'aviez jamais vu auparavant? Alors sur scène, non, je l'avais jamais vu, mais sa voix, elle est absolument incroyable. Vous savez, des fois, on a des surprises entre l'autotune, les arrangements. Des fois, on a des surprises en live sur des artistes. Mais alors elle, c'est encore mieux en live. Elle est exceptionnelle. On a des auditeurs aussi qui sont aussi fans d'elle. Et on a Chloé au standard qui appelle depuis l'île d'Oléron. Ça va, Chloé? Oui, bonjour Pierre. Oui, bonjour, ça va, vous allez bien? Alors qu'est-ce qui se passe? Alors moi qui connais assez mal Santa, à part évidemment Popcorn Salé, expliquez-nous cette. On adore. C'est incroyable cette musique. Elle a une voix absolument dingue. Vous voulez d'autres extraits, Pierre? Oui. Ça c'est Bube qui parle. Oui, c'est moi. Qu'on entende encore un peu Popcorn Salé, c'est tellement beau.
On est en juillet. Oui. Santa, il y a quelques années, avait sorti Paris en août. C'est dansant. On a envie de danser, de gangster. Effectivement, je vous le cache pas. Hein, ça, c'est votre côté bebeu, ça. Hein. Bien sûr, mais faut pas le dire aux Côté dansant. auditeurs. Attendez. Bah si, c'est le moment de se dévoiler. C'est comme Alexandre Omar, là, on va tout savoir de sa vie, je pense, d'ici la fin de l'été. Chers auditeurs, vous n'êtes pas prêts, chers auditeurs. Vous n'êtes pas prêts. Bah, Chloé, racontez-nous cette comment dirais-je pas, cet amour, mais en tout cas cette attention que vous avez pour Santa. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous? En vrai, j'ai commencé à la suivre dans son groupe avec iPhone. J'ai été voir un concert de ce groupe et je suis restée scotchée. J'ai adoré, l'ambiance était incroyable. Et donc Santa se lance en solo et avec cette fois-ci un registre français. Et on adore, en fait, on kiffe directement à la première note. On adhère tout de suite à sa musique. Et donc je suis heureuse parce que hier, en fait, je suis photographe au Francofolie de La Rochelle. Ouais. Et donc j'ai eu la chance de la photographier et de voir son concert en live avec un public qui était vraiment à l'écoute. Et Santa avec une table, vraiment, on adore. Qu'est-ce qu'elle a de plus par rapport à tellement d'autres artistes? Ah bah, elle a vraiment une énergie où elle envoûte les gens, en fait, on va dire. On est tous accaparés par sa voix et je pense que c'est ça qui fait la différence. Et qu'est-ce qui vous touche avec cet artiste? C'est ses textes, ses mélodies, qu'est-ce qui vous touche? Les textes, c'est vraiment en mode vraiment variété française à la Véronique Sanson, Michel Berger, Mylène Farmer. Et vraiment, c'est ce qui manquait actuellement ici en France. Et vraiment, Santa, elle joue bien ce rôle. Très bien. Écoutez, Chloé, en tout cas, on va recevoir tout à l'heure Santa. Vous pourrez d'ailleurs rappeler et dialoguer avec elle si ça vous amuse. Et d'ailleurs, Pierre, Santa est très très proche de son public et notamment sur les réseaux sociaux. Elle répond systématiquement à tout le monde. Eh ben, dis donc. Vraiment, moi aussi, elle m'a répondu. C'est peut-être le début, non? Non, depuis un moment, elle fait ça même. Le jour où elle aura 1 766 000 followers, ça va déjà être compliqué, non? depuis iPhone, elle le faisait déjà. Elle est vraiment très proche de son public. C'est rare, les artistes qui répondent personnellement sur les réseaux sociaux. Je suis d'accord. Bon, en tout cas, Chloé, on vous rappelle tout à l'heure et comme ça, vous pourrez dialoguer avec Santa et dans un instant. Mais oui, vous savez, c'est ça Europe 1, c'est qu'on fait parler les gens. On arrive à faire le lien. C'est ça la France, vous voyez. C'est ça qui nous intéresse dans cette radio qu'on aime tant. Dans un instant, on va parler du 14 juillet du côté des artificiers. Mais le 14 juillet, c'est bien sûr le défilé militaire. Le 14 juillet, tout le monde en uniforme, extraordinaire. Mais ce 14 juillet, moi j'aimerais bien quand même demander aux auditeurs qui nous appellent au 01 80 20 39 21, qu'est-ce que ça représente ? Oui. Qu'est-ce que ça représente pour vous le 14 juillet ? Est-ce que c'est juste un jour férié ou est-ce que c'est une fête nationale qu'il faut respecter ? Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, une petite action à faire, ne serait-ce que se rendre au monument aux morts de votre commune où forcément le maire organise quelque chose ? J'aimerais vous entendre à ce numéro. Oui, est-ce que le 14 juillet veut encore dire quelque chose pour vous ? Venez nous en parler sur Europe 1, 01 80 20 39 21. À tout de suite. Et dans un instant, nous serons avec Jacques Couturier qui nous rejoindra et qui nous parlera de ces feux d'artifice qui font partie également de la fête du 14 juillet. À tout de suite sur Europe 1.